Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Voici les titres de ce mardi 10 octobre. Maître de la philosophie dans la vie de la principauté, pari réussi pour Charlotte Casiraghi. La présidente, membre fondateur des rencontres philosophiques de Monaco, sera notre invitée dans quelques instants. Les auteurs sélectionnés pour le prix de la Bourse de la Découverte de la Fondation Prince-Pierre rencontrent leurs lecteurs. Un moment d'échange, vous le découvrirez, privilégié et apprécié. Un mois dédié à la prévention et la sensibilisation du cancer du sein. Cette maladie est le cancer le plus fréquent chez la femme. Nous en parlerons avec Mathieu Liberator, chef du service échographie-cénologie au centre hospitalier Princesse Grace. Puis à la fin de ce JT, nous vous dévoilerons les secrets et l'histoire de la base aérienne du Montagel. La nouvelle saison des rencontres philosophiques de Monaco a été lancée ce lundi avec une soirée autour du cinéma de Jean Cocteau. Et ce thème, Ensemble rêver le même rêve, un événement organisé en collaboration avec le nouveau musée national de Monaco en lien avec l'exposition Santos au Spire. Sur scène notamment, l'un des membres fondateurs et philosophe Raphaël Zaguri-Orly qui a présenté un entretien avec l'écrivaine Hélène Cixous. Ce rendez-vous marquait donc le lancement d'une nouvelle saison pour les rencontres philosophiques de Monaco. Pour l'évoquer, Charlotte Casiraghi nous attend en plateau. Bonsoir Charlotte Casiraghi. Bonsoir. Merci d'être notre invitée ce soir dans le JT de Monaco Info. Une nouvelle saison pour les rencontres philosophiques de Monaco, la 8e. Est-ce la preuve que les Monégasques ont adhéré à ce désir de philosopher? Oui, sans aucun doute. Je dirais que depuis maintenant presque 8 ans, je vois que d'année en année, il y a de plus en plus de personnes qui se sentent concernées par les événements qu'on organise et de plus en plus de monde. Et voilà, cette pérennité, en tout cas, atteste de cette place de la philosophie dans le cœur des Monégasques et des résidents. Sous quel signe est placée cette 8e saison? Je dirais qu'on va essayer de parcourir voilà, un tas de sujets différents qui touchent aussi bien à des questions qui ont trait à la sphère intime comme à la sphère publique. Et je pense que voilà, des sujets comme la dispute, comme la vie à deux, voilà, vont intéresser beaucoup de monde, mais aussi la question de l'information, s'informer, qui est aujourd'hui un enjeu très important, et aussi la question de la solidarité. Le désir d'enfant également. Pour la première fois, vous allez investir le centre hospitalier Princesse Grace. Pourquoi ce choix? Les questions autour du corps des femmes et aussi autour de la naissance ont des enjeux très importants. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux enjeux féministes autour de ces questions-là. Et d'aller sur le terrain de l'hôpital justement pour débattre de ces sujets me semblait très important. Et il y a encore des choses à faire bouger et beaucoup de tabous aussi autour de la maternité et autour du vécu des femmes. Est-ce que finalement vous l'avez réalisé ce rêve de mettre de la philosophie dans la vie de Monaco et dans la vie quotidienne également des Monégasques, que ce soit aussi bien des enfants que des adultes? Alors je ne sais pas si on a réussi le pari, mais en tout cas on tente vraiment en tout cas de faire évoluer les choses et de montrer combien la philosophie est extrêmement concrète, qu'elle touche à des questions qu'on rencontre absolument tous les jours dans des situations parfois qu'on n'imagine pas philosophiques, mais elles le sont. On parlait de mettre de la philosophie dans nos vies, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Les enfants, c'était important aussi pour vous de les inclure dans ce projet. Oui, alors depuis le début des rencontres philosophiques de Monaco, on a tout de suite tenu à s'inscrire pleinement dans l'éducation et justement pour cela de proposer une formation des professeurs. Donc chaque année, on cible un niveau scolaire. Donc cette année, ça va être le CM2. Donc tous les enseignants de CM2 de Monaco auront une formation pour pouvoir pratiquer la philosophie dans leur classe et faire voilà, divers projets autour de la thématique que nous avons choisie, qui est celle du langage.
Mettre de la philosophie dans nos vies et la saluer également. Ce soir sera remis le prix de la Principauté lors de la cérémonie de proclamation de la Fondation Prince Pierre. C'est un prix très important à vos yeux, comme le prix des rencontres philosophiques de Monaco? Oui, c'est très important pour nous que nous puissions avoir un prix de cet ordre-là et surtout d'intégrer la philosophie au sein des prix de la Fondation Prince Pierre était aussi important pour ma mère et pour moi. Et je pense que c'était nécessaire qu'il y ait cette mise en commun de nos engagements au sein de la Fondation Prince Pierre. La Fondation Prince Pierre qui a été créée par votre grand-père, le prince Régnier III, c'était un grand défenseur des arts et des lettres. Hein. Oui, c'est sans aucun doute que mon grand-père a en tout cas mené beaucoup d'actions et d'initiatives pour donner justement de la place et de l'envergure à la culture et en quelque sorte c'est un peu une tradition familiale et je pense aussi à mon arrière-grand-père évidemment le prince Pierre et à d'autres princes de Monaco pour qui la transmission de la connaissance et de la culture était quelque chose de fondamental. Dernière question, une petite parenthèse. L'édition espagnole de Vanity Fair vous a élu personnalité de l'année 2023. Qu'est-ce que représente ce titre pour vous? Quelque part, je dirais que je le détache un petit peu de ma personne au sens où oui, je suis très heureuse de recevoir ce prix, mais c'est plus pour moi l'occasion de rappeler que l'engagement pour la culture, pour la littérature et pour la philosophie en particulier, en ce qui me concerne, que ce soit reconnu comme quelque chose qui compte, je trouve ça très important parce que je sais que ça rejaillit aussi sur tous ceux qui donnent beaucoup dans ces champs-là et parfois la philo et la littérature, c'est pas ce qui ressort toujours le plus dans l'espace médiatique et donc que ce soit l'occasion de le mettre en lumière, pour moi c'est important et j'en suis très honorée. En conclusion, Charlotte Casiraghi, si vous deviez vous adresser aux personnes qui n'ont pas encore osé pousser la porte des ateliers, des rencontres philosophiques de Monaco, quel serait votre message ? Déjà, je dirais que c'est accessible à tous, c'est gratuit, c'est une fois par mois au Théâtre Princesse Grace. Et c'est vrai que quand on a organisé ces temps d'échange au marché, on a vu à quel point tout le monde avait joué le jeu, que ça avait intéressé beaucoup plus de monde qu'on ne pensait au départ. Et donc, c'est pas très différent quand on va au théâtre. C'est ouvert, ça traite de sujets qui nous concernent tous, c'est joyeux, c'est un espace où on peut débattre, où on peut se confronter avec d'autres idées que les siennes. Voilà, c'est cette vitalité quelque part de la discussion et dont nous avons besoin aujourd'hui et voilà, qui est accessible facilement. Le message est passé. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir et on rappelle que la programmation des rencontres philo est à retrouver sur le site officiel des rencontres philosophiques de Monaco. Merci. Merci. Et nous évoquions avec Charlotte Casiraghi la Fondation Prince Pierre. La cérémonie de proclamation des prix de la Fondation a lieu ce mardi soir à la salle Garnier. En amont de cet événement, les auteurs sélectionnés pour la bourse de la découverte ont pu rencontrer leurs lecteurs à la bibliothèque Louis Notari. Un échange privilégié autour de leur premier roman auquel a assisté Fabien Bonilla et Thomas Deus. La bourse de la découverte a été créée il y a 22 ans. Cette bourse récompense un auteur francophone pour son premier ouvrage de fiction. Cette année, 8 romans sont en compétition, 8 auteurs. 7 étaient présents lundi à la bibliothèque Louis Notari pour rencontrer leurs lecteurs. Les auteurs me disent régulièrement qu'ils sont intéressés, ravis de connaître les impressions des lecteurs, parce que c'est important pour eux, ils sont souvent seuls quand ils écrivent. Et puis les lecteurs ont 10 000 questions à poser, donc ce sont toujours de très très beaux échanges.
C'est toujours vraiment important parce que si on écrit et si on choisit de publier, c'est aussi pour partager quelque chose. Et donc c'est toujours intéressant, il ressort toujours quelque chose d'enrichissant des rencontres avec les lecteurs. C'est vraiment avoir des retours en plus, leur parler et qu'eux confient aussi ce qui les touche dans nos livres. C'est assez exceptionnel. Enfin, les quelques rencontres que j'ai pu faire, ça m'a beaucoup émue de voir que j'ai été comprise et qu'on avait énormément de liens avec des parfaits inconnus. C'est des moments très touchants. Ce lundi après-midi, lectrices et lecteurs ont pris possession de la bibliothèque généralement silencieuse pour échanger avec ces jeunes écrivains. Je pense que c'est un moment unique parce qu'en général, les auteurs, on ne peut pas se confronter à eux ni à leurs livres. Et on apprend beaucoup plus de choses, notamment sur des interrogations qu'on a sur des livres. Et en fait, parfois, c'est résolu et on comprend et on est même un peu gêné d'avoir posé une question. Donc c'est vraiment un moment unique où eux, j'ai l'impression, se sentent très décontractés et nous, on n'est pas trop intimidés. Le prix de la Bourse de la Découverte décerné par la Fondation Prince-Pierre apporte bien sûr de la notoriété pour ces néo-romanciers, mais également 12 000 € pour le lauréat. Monaco et la France s'unissent pour soutenir la jeunesse en Méditerranée. La ministre des Relations extérieures et de la coopération Isabelle Béraud-Amadei et Jean Dossonville, ambassadeur de France à Monaco, ont signé un renouvellement d'accord de partenariat ce mardi. Un engagement qui intervient alors que la 4e édition de l'appel à projet JMED sera lancée le 25 octobre prochain. Depuis 2020, 80 projets pour un montant de 980 000 € ont été financés, permettant donc de soutenir la jeunesse méditerranéenne. Je vous propose justement d'écouter à ce sujet les intervenants de ce dispositif JMED. Grâce à cette signature aujourd'hui, nous allons lancer la 4e édition de l'appel JMED, officiellement à Beyrouth le 25 octobre. Nous sommes à la recherche de projets portés par des associations, par des jeunes, par des femmes, par des personnes réfugiées ou déplacées, voilà, dans des domaines impactants, l'éducation, l'emploi, l'insertion, l'écologie, tous ces domaines-là, la culture ou le patrimoine. Voilà. Si vous êtes une association, si vous êtes des jeunes, un groupe de jeunes, vous pouvez candidater à JMED. C'est important parce que c'est la continuité d'une coopération et d'un partenariat avec la coopération française. C'est quelque chose que nous avons initié en 2020, qui fonctionne très bien. C'est tout à fait dans la mentalité de la coopération monégasque, c'est d'aller au plus près de la jeunesse des bords de la Méditerranée pour leur permettre de prendre en charge leur avenir. C'est important en l'occurrence parce que c'est la Méditerranée et donc on voit bien l'actualité. C'est aussi la formation, l'emploi, et donc si on veut prévenir l'immigration illégale, il faut travailler avec la société civile pour donner de l'emploi sur place, et là les projets sont très pertinents. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que c'est la principauté qui est à l'origine de ces projets, et cela montre aussi que la principauté, en tant que petit État agile, peut prendre l'initiative et la France va venir soutenir alors que c'est Monaco qui est à l'origine du projet. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme. En 2022, 62 000 nouveaux cas de cancer du sein ont été recensés en France. Chaque année, octobre est le mois de prévention de cette maladie qu'une femme sur 8 serait susceptible de développer. Pour en parler, le chef du service échographie-scénologie au centre hospitalier Princesse Grasse est en duplex avec nous. Bonsoir Mathieu Libérator. Bonsoir Émilie. Partout dans le monde, les pays se mobilisent pour cette campagne d'Octobre Rose. Car il est important de rappeler ce message de sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein. Vous avez raison, il faut sans cesse rappeler aux dames en général qu'il faut participer à ces campagnes de dépistage, c'est important pour elles. Donc ces événements qui permettent de mettre un petit peu l'accent sur ces points de communication sont très importants et donc on y participe. Le dépistage est essentiel. Qui est concerné ? Qui est concerné, il y a le dépistage organisé par le gouvernement qui concerne les femmes entre 50 et 80 ans. Ça, c'est pour le dépistage un peu, ce qu'on va dire, de masse. Il y a un dépistage un petit peu plus personnalisé qui peut démarrer un petit peu plus tôt, en général aux alentours des 40 ans, qui est organisé et prescrit par les gynécologues en général qui suivent ces patientes.
ou les médecins généralistes qui les suivent, mais en général ce sont les gynécologues. Et puis après, il peut y avoir un dépistage encore plus tôt qui concerne vraiment des patientes qu'on appelle à haut risque. Elles sont vraiment dans des canaux de surveillance particuliers. Chez ces patientes-là, elles font des examens d'imagerie à partir de l'âge de 30 ans parce que le risque est très élevé dès un âge assez jeune. Est-ce qu'il y a des progrès dans le domaine du dépistage ? Alors il y a des progrès, même si les gros progrès ont été réalisés déjà il y a quelques années. Sur le plan technologique, bien sûr il y a toujours des améliorations, mais les progrès sont quand même à la marge. Je dirais que le gros progrès pour les patientes, c'est surtout le taux de participation à ces campagnes de dépistage qui va permettre de progresser en termes de détection de lésions à un stade précoce. C'est avant tout celui-ci. Après, bien sûr, nos équipements que vous voyez à côté de moi permettent de détecter des lésions de plus en plus petites. Encore faut-il que les patientes viennent faire leurs examens régulièrement. Justement, comment se traduit la prise en charge à Monaco ? Les années précédentes, cela concernait que les résidentes entre 50 et 80 ans. Et depuis quelques mois, le gouvernement a décidé d'inclure dans ce dépistage organisé toutes les travailleuses en principauté et les résidentes, bien sûr, également. Donc, entre 50 et 80 ans, c'est le document qu'elles reçoivent de la part du gouvernement qui les invite à venir réaliser cette mammographie tous les 2 ans. Et en cas de cas détectés, Mathieu Liberator, un parcours de soins très spécifique est proposé au CHPG. Alors, vous avez raison. On a mis en place un parcours à la journée ou à la demi-journée selon les besoins, mais qui concerne effectivement des patientes chez qui on aurait détecté récemment une lésion. Donc en général, c'est un parcours qui s'adresse plutôt à des patientes qui ne sont pas prises en charge initialement au centre hospitalier Princesse Grace, parce que celles qui le sont déjà, elles sont déjà dans un parcours de soins, mais ça concerne plutôt celles qui n'y sont pas. Et le but étant de faciliter en un délai court et sur, comme je vous l'ai dit, une demi-journée ou une journée, le bilan complet de la lésion, savoir exactement à quel stade de la maladie on est, d'avoir un premier contact avec l'ensemble des acteurs qui vont être impliqués dans la prise en charge de la patiente. Ça, c'est le parcours de santé dédié au cancer du sein que l'on a mis en place récemment. Le but, c'est vraiment de simplifier cette prise en charge. Simplifier, de ne pas rajouter du stress à la patiente et de la complexité dans une situation qui est déjà anxiogène. Comme chaque année, donc, le CHPG se mobilise à l'occasion d'Octobre Rose. Il a lancé une campagne de formation à l'autopalpation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, il y a des équipes du centre hospitalier Princesse Grace qui ont été formées par les spécialistes de la pathologie du sein à expliquer sur les différents milieux professionnels où cet événement va être mis en place courant octobre, donc à expliquer aux dames qui travaillent dans ces milieux professionnels l'importance de l'autopalpation, que les dames prennent l'habitude de s'auto-examiner, de voir s'il y a une différence par rapport à d'habitude, ce qui permet de détecter quelque chose à un stade très précoce de la maladie et du coup de la prendre en charge de manière optimale. Et on le rappelle, Mathieu Liberator, mais plus un cancer du sein est détecté tôt, plus il y a de chances de guérison. Vous avez totalement raison. Sur le versant de la prise en charge de la maladie, il y a eu des progrès importants sur les 20 dernières années, qu'il s'agisse de prise en charge chirurgicale, des nouvelles molécules de chimiothérapie, les protocoles de radiothérapie, mais le plus important, l'élément majeur qui va conditionner la suite de la maladie, c'est le délai, le stade auquel cette maladie est découverte, et donc la précocité est un facteur majeur. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Liberator d'avoir été notre invité ce soir à l'occasion d'Octobre Rose. Merci beaucoup à vous. Dans le reste de l'actualité, en bref, une délégation du groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique a effectué dernièrement une visite d'évaluation en principauté. Elle a porté sur les lois et politiques nationales apportant soutien, protection et justice aux femmes victimes de violences. Cette session aura permis aux participants d'échanger avec le Grevio sur la mise en œuvre en principauté des dispositions de la Convention sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Un rapport sera publié en juin 2024.
Monaco Boost lance un nouvel appel à candidature pour intégrer son incubateur de start-up. Il s'adresse aux personnes de nationalité monégasque qui exercent une activité professionnelle depuis moins de 5 ans. Les conjoints de monégasques désireux de se lancer dans la création d'une nouvelle activité sont également concernés. Vous pouvez envoyer votre candidature avant le 10 novembre. Elles seront ensuite examinées par un comité présidé par Marco Piccinini, ministre des Finances et de l'Économie. Le saviez-vous, depuis 1954, une base aérienne est implantée au Montagel. Elle a été dissoute en 2012 pour devenir l'EAR 943. Comprenez l'élément R rattaché. Quel est son rôle aujourd'hui et quelle est l'histoire de cette base construite sur la ligne Maginot? Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal lèvent le secret dans ce Focus Info. Ce site de 56 hectares est situé sur la commune de Peille, en pleine nature, à 1200 mètres d'altitude. Il offre une vue imbattable. À l'horizon, les 4 points cardinaux, la mer Méditerranée, l'Italie, les montagnes des Alpes, la Principauté en contrebas ou encore le bassin niçois. L'emplacement idéal pour contempler le ciel, et c'est d'ailleurs l'objectif. Cette station radar de l'armée de l'air a été construite après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été opérationnelle en 1954. Jusqu'en 2012, 300 personnes y travaillaient quotidiennement. Et depuis plus de 10 ans, où elle a été dissoute, la base aérienne 943 a été transformée et renommée l'EAR, l'élément R rattaché 943. Ce site dépend désormais de la base aérienne d'Istres. Mais il y a encore de l'activité, une trentaine de personnes y travaillent au quotidien, entre militaires, civils et réservistes. C'est un point d'intérêt vital qui contribue activement à la PPS, à la posture permanente de sûreté, par la surveillance de l'espace aérien avec les moyens qui sont à sa disposition. Tous les avions sont vus par nos moyens radars et ensuite par les moyens radio on va communiquer aussi avec eux pour essayer de savoir s'il est inconnu, d'où il vient, quelles sont ses intentions et puis après c'est le CDC qui gère ça, le centre de détection et de contrôle qui gère un petit peu la communication avec l'appareil douteux. Sa mission est donc de surveiller des mouvements aériens au-dessus du sud-est de la France sur un rayon de 470 km. La couverture de ces radars va de la Corse plus au sud, au nord jusqu'à Lyon et à l'ouest jusqu'à Narbonne. Rien ne peut passer au travers de ces radars. Ça nous permet d'éviter tout type d'incident. Si jamais il y a un avion qui est en panne, même un avion civil, on peut envoyer l'APO qui va décoller et qui va l'intercepter pour le guider, pour le ramener, etc. Si on a des avions qui ne sont pas identifiés dans le ciel, on ne sait pas qui c'est, pareil, on fait intervenir l'APO et comme ça, on assure la surveillance aérienne, il ne peut rien se passer, on est protégé. Parmi toutes les personnes qui se retrouvent quotidiennement sur ce site, des militaires actifs, des civils, mais aussi des réservistes. Sur un vivier de 60 réservistes, 5 sont là chaque jour, comme cet ancien pilote de chasse. Pour moi, c'est important parce qu'après cette carrière d'une quarantaine d'années que j'ai fait dans l'armée de l'air, j'ai pu accumuler un certain nombre d'expériences dans différents domaines. Et donc, je suis très heureux de mettre cette expérience au service ici du Montagel. Et je connais encore pas mal de personnel, d'anciens camarades qui sont dans l'armée de l'air. Ça facilite beaucoup les relations auprès du commandant de l'EAR pour différents problèmes opérationnels ou de la vie de tous les jours. Et donc pour moi, c'est aussi, non seulement je me sens utile de prolonger et de mettre au service de l'armée de l'air mon ancienne expérience, et puis c'est un renouvellement de tous les jours, parce que les missions sont quand même très diverses. La surveillance de l'espace aérien est l'objectif principal, mais il faut savoir que ce site réserve des trésors historiques militaires. Cette station radar de l'armée de l'air a été construite à proximité d'un fort existant, le fort Serré de Rivière, creusé dans la roche, 15 mètres sous terre et construit à la fin du 19e siècle. Son rôle était de surveiller les vallées du Paillon, de Gorbio et la baie de Roquebrune. À l'époque, 500 militaires y résidaient chaque jour. Pendant la Première Guerre mondiale, la forteresse sera utilisée comme base arrière. En 1928, elle est intégrée au système de défense de la ligne Maginot. Et parmi ses richesses historiques, c'est 2 tourelles d'artillerie de 130 tonnes chacune. Il n'en a été construite en France que 21, pouvant envoyer des obus à plusieurs kilomètres de là. Ces obus étaient amenés en position horizontale vers le haut. Pendant
La Seconde Guerre mondiale et l'attaque italienne, le Montagel participe activement au combat. La forteresse sera ensuite occupée par les Italiens, puis les Allemands, et enfin libérée le 7 septembre 1944. L'intérêt de ce fort, évidemment, comme tous les autres forts qui ont été bâtis dans la région et d'autres régions, c'est de témoigner évidemment de l'histoire, de cette histoire de France qui est très étoffée. Et donc pour reprendre les éléments marqués, écrites sur la tombe du général Célède Rivière qui s'est occupé de la construction de ces forts, les pierres devront témoigner. Lapides clamabunt, et ces pierres témoignent aujourd'hui d'un patrimoine vivant, en fait, d'un patrimoine tangible et palpable, contrairement à des images, à des dessins ou à des photos. Et on peut voir comment vivaient les gens à l'époque, le but de toute cette construction et de voir à quoi ça a pu servir. Il est possible de visiter la partie historique de la base sur demande. Et sachez pour finir que l'armée de l'air recrute de façon générale un peu partout en France, mais notamment sur ce site, que ce soit pour des postes de civils, militaires ou encore réservistes. Ce journal est à présent terminé. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Bonsoir Christinda Thomel. Quel temps fera-t-il mercredi, Christinda ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, le temps sera couvert dans l'ensemble, même si quelques éclaircies tenteront parfois de s'imposer. Une journée nuageuse donc, mais avec des températures toujours aussi estivales. 23 degrés pour les maximales et 18 pour les minimales. L'eau de mer sera quant à elle à 22. Demain, le soleil se lèvera à 7h37 et se couchera à 18h56. Mercredi, nous fêterons les Firmins. Une pensée donc pour tous les Firmins. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Rendez-vous demain à 19h pour un nouveau JT sur Monaco Info. Très belle soirée à tous.